Madame, Monsieur, bonsoir. Un ouf de soulagement dans les foyers marocains. Hier soir, devant leur écran, des millions de Marocaines et de Marocains ont retenu leur souffle en suivant le journal télévisé de la première chaîne nationale. Puis, le message tant espéré est tombé. Sur décision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il n'y aura pas de sacrifice de l'Eid cette année. Un acte fort, guidé par la sagesse et l'écoute. Une nouvelle preuve, s'il en fallait, que le souverain reste attentif aux cris de détresse de son peuple et aux signaux d'alerte émis par un secteur de l'élevage à genoux. Car après cette année de sécheresse impitoyable, la pire en 40 ans, nos troupeaux ovins et bovins sont à l'agonie. Ajoutez à cela une gestion calamiteuse des stocks et des importations visiblement inefficace. Il fallait un électrochoc. Le souverain l'a donné. Ce n'est pas seulement une mesure de sauvegarde du cheptel national, c'est aussi une véritable bouffée d'oxygène pour des ménages étranglés par une flambée des prix sans précédent. Et face à une crise où chaque dirham compte, cette décision royale résonne comme un véritable plan de sauvetage national. Analyse ce soir avec 3 académiciens. Avec moi en plateau, professeur Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également le professeur Zakaria Firanou. Bonsoir, professeur Bonsoir. Firanou. Et se joint à nous la chercheuse dans le domaine de la famille, spécialiste des études islamiques, professeur Nisrine Al-Aqraba. Bonsoir. 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 Avant de commencer, je vous propose d'écouter un extrait du message de Sa Majesté le roi Mohamed VI, lu par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq. Notre souci à vous permettre d'observer ce rituel religieux dans les meilleures conditions est étroitement lié à l'obligation de notre prise en compte de ce que notre pays affronte en matière de défis climatiques et économiques qui ont eu pour conséquence une régression substantielle de l'effectif du cheptel. À cet effet, et tenant compte du fait que l'Aïd al-Adha constitue une sunna confirmée dans la mesure du possible, son accomplissement dans ces conditions difficiles est susceptible de porter préjudice à de grandes parties des fils de notre peuple, particulièrement ceux à revenus limités. Partant de la responsabilité qui nous incombe en tant qu'Amir el-Mouminin, fidèle protecteur des cultes de la religion selon ce que dicte la nécessité et l'intérêt légal et conformément à l'obligation qui est la nôtre, de lever la gêne et le préjudice et de favoriser la mise en place de la facilitation tout en se conformant à la teneur du verset coranique. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Nous invitons notre cher peuple à s'abstenir d'accomplir le rite du sacrifice de l'Aïd de cette année. Ce n'est pas la première fois qu'un monarque, en tout cas dans l'histoire moderne du royaume, appelle son peuple à s'abstenir d'observer ce rituel de l'Aïd. Mostafa Sahimi, peut-être un rappel des précédents historiques. C'est effectivement la 4e fois depuis l'indépendance qu'il y a donc une demande royale, c'est une demande royale et un appel lancé aux Marocains donc pour ne pas respecter le rite traditionnel de la sunna, c'est-à-dire le sacrifice. La première fois, c'était en octobre 1963, lié à une situation économique particulière, par suite de la guerre des sables d'octobre de 1963 avec le voisin, c'est connu, j'y reviens pas. Ensuite, ça a été 1981, l'argument c'était celui de la sécheresse déjà. Et puis, il y a eu donc 1996 aussi, même contrainte de sécheresse. Et puis aujourd'hui, donc en février 2025. Je voudrais ajouter autre chose, c'est que le roi invite. Ce n'est pas une décision. Ce n'est pas une décision avec un effet exécutoire. C'est une invitation royale, mais évidemment une invitation royale a une teneur normative, si je puis dire. En plus, il est Amir el-Mouminin, et donc nul doute que les citoyens vont respecter, appliquer quasi majoritairement, me semble-t-il, cette invitation royale. C'est quand même une décision aussi, et qui incombe à Amir el-Mouminin. Si vous permettez, je ne vais pas retenir le terme décision. Le message royal ne dit pas « j'ai décidé ». Le message royal dit « invite ». Invite. Alors, j'ajoute une dernière observation. Pourquoi cette décision-là? Le contexte, on va en parler évidemment, la situation du cheptel, etc. Mais c'est le fait qu'en dernière instance, c'est un mode de gouvernance particulier, lequel la monarchie, c'est le peuple. La monarchie prend en charge donc les besoins du peuple, et ça a été expliqué dans le message.
c'est soulager les charges économiques pesant sur les Marocains à revenus modestes, évidemment, mais c'est aussi assurer l'équilibre du marché. Et donc c'est intéressant qu'il y ait cette gouvernance-là, alors que, permettez-moi de le relever, le gouvernement n'avait pas une idée bien précise de ce qu'il fallait faire. Il y avait des rumeurs, il y avait des informations partielles données par le porte-parole du gouvernement, d'ailleurs disant on décidera le moment venu quand on aura fait l'identification, le recensement du cheptel. Et donc voilà, finalement, ces procédures-là maintenant sont obsolètes et c'est le souverain qui décide, je vous l'accorde maintenant, donc, et qui invite les Marocains, en décidant, il invite les Marocains donc à ne pas pratiquer et respecter ce rite. Oui, j'aimerais juste rebondir sur la question d'obligation ou pas obligation normative. Lorsque ce qui a été, bon, je dirais pas décidé, mais la lettre qui a été lue par le ministre des Habous et édicte le fait, le roi appelle. Ça veut dire, et il finit par le verset du Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. Toujours lorsqu'il s'agit d'un message de Amir al-Mu'minin, on ne parle pas d'obligation, mais on parle de da'wa. Ça veut dire un appel pour les citoyens de suivre une certaine façon avec laquelle le roi, qui est Amir al-Mu'minin, il regarde les questions islamiques et la charia de Eid al-Adha, ou le rituel de Eid al-Adha, constitue un des rituels dont le roi, ou Amir al-Mu'minin, il a une priorité en matière de da'wa, appel. Je rappelle un peu le terme. C'est un effet exécutoire et normatif. Tout à fait. Au bout de la procédure. Alors justement, je vais me tourner vers mon autre invitée, Nisrine Al-Aqraba, qui est chercheuse dans le domaine de la famille et spécialiste des études islamiques. Dans quelle mesure la suspension du sacrifice de l'Eid en cette période de crise économique et climatique reste conforme aux principes religieux qui lient ce rite aux capacités financières des fidèles? Alors, la décision de suspendre le rite du sacrifice de l'Aïd al-Adha, annoncée dans le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, est relayée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, est en parfaite harmonie avec les principes religieux. En effet, ce rite est directement lié aux capacités financières des fidèles et notre religion, fondée sur la bienveillance, repose sur des valeurs de facilitation, de levée des contraintes et de prévention du préjudice. De plus, le sacrifice de l'Aïd. Oui, madame. Pardon, est-ce que vous pensez justement que le sacrifice tel qu'il est pratiqué aujourd'hui reflète vraiment l'esprit initial de ce rite, où il est un peu devenu comme plus une pression sociale et socio-économique? Oui, en effet, Eid al-Adha est devenu pour certains une pression, tant sociale qu'économique, car ils le perçoivent davantage comme une nécessité imposée par la société, plutôt qu'une tradition prophétique, sunna. Or, ce rite vise avant tout à rapprocher les croyants de Dieu, sans pour autant leur imposer une charge excessive ou pesante. Dernière question, comment justement préserver cet esprit spirituel et social de Eid al-Adha? Alors, pour préserver l'essence même de Eid al-Adha, il est essentiel de revenir aux valeurs islamiques et spirituelles. Cela en encourageant la compassion entre les individus, les diffusions des valeurs d'altruisme, l'itar, de générosité et le renforcement de la solidarité sociale. Merci. Alors justement, on va voir maintenant comment les Marocaines et les Marocains ont accueilli cette décision, cet appel de Sa Majesté. Réponse dans ce micro-trottoir réalisé par nos équipes ici à la capitale. Cette décision royale a été prise à un moment opportun car les Marocains subissent actuellement les effets de l'inflation. Compte tenu de la sécheresse et des conditions difficiles dans lesquelles nous vivons, cette décision est sage, d'autant plus qu'elle contribuera à éviter une crise financière majeure pour le royaume. La décision prise par Sa Majesté était la plus judicieuse car les citoyens subissent les conséquences de la hausse des prix. Tout le monde a souffert cette année de ces augmentations. Si le rite du sacrifice n'avait pas été annulé, les gens auraient véritablement enduré une grande souffrance financière.
Nous soutenons pleinement la décision de Sa Majesté car le citoyen marocain souffre des prix élevés, en particulier ceux des bovins durant cette période de l'Aïd. Nous remercions vivement Sa Majesté pour cette décision qui va nous soulager. Et la réaction donc à chaud des Marocaines et des Marocains, elle a été à chaud aussi, la réaction sur les marchés aujourd'hui. On a vu que les prix de certaines denrées, notamment les viandes rouges, dont les prix étaient passés de 80 à 120 dirhams, c'était envolé en quelques mois. Eh bien, on commence à voir le bout du tunnel, Zakaria Ferrano. Oui, tout à fait. Bon, vous savez, la situation elle est devenue critique par rapport à des produits alimentaires qui touchent le panier du consommateur marocain. Et surtout le consommateur, je parle de la classe moyenne inférieure et je parle également des vulnérables et des pauvres. Ces gens-là n'ont plus une accessibilité équitable à des produits comme la viande et quelques produits alimentaires. Et là, il fallait tirer la sonnette d'alarme. Et je pense que l'utilisation des politiques générales de l'État à travers l'action qui a été mise par Sa Majesté le roi Mohammed VI, elle va permettre de rééquilibrer le marché et revenir à des États que je dirais des États qui sont acceptables par le revenu des Marocains. Je tiens juste à rappeler un élément très important. Lorsque vous regardez le revenu moyen des Marocains, je parle ici de la médiane du PIB par habitant, on est aux alentours de 4 500 à 5 000 dirhams. Et donc automatiquement, aujourd'hui, quelqu'un qui a un salaire ou un revenu mensuel de 5 000 dirhams, de 4 000 dirhams, 4 500 ou même 6 000 dirhams, lorsque vous allez lui dire d'acheter pour un rituel du Eid al-Adha avec 5 000, 6 000 dirhams et 7 000 dirhams sur le marché, c'est quelque chose qui devient insoutenable et aussi inacceptable par rapport aux Marocains. Et donc, automatiquement, si on regarde un peu de façon aussi macroéconomique, on va voir qu'il y a un certain déséquilibre dans ce marché-là et il fallait le corriger. Et je pense que le souverain a pris une décision très, très sage, une décision prospective par rapport à la situation. Je peux revenir à des indicateurs très importants. Permettez-moi de revenir. Tout à l'heure, mon cher collègue et ami Sisrimi a parlé des années 81-83, les années de sécheresse, les fameuses années de crise du Maroc, on avait les crises jumelles. À l'époque, on avait combien en termes de têtes? Je parle ici du cheptel marocain. On avait 22 millions. Si vous rapportez ça sur la population marocaine, exact, on avait l'équivalent de 1 mouton par individu. Aujourd'hui, on est où? Nous avons, d'après les statistiques qui sont communiquées à 2023, nous sommes à peu près à 30 millions. Mais si vous prenez le même ratio, on sera inférieur à 1, on est à 0,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans l'équivalence d'une situation que nous avons vécue en 81 et que nous avons vécue en 95, où le total du cheptel marocain était aux alentours de 17 millions. Ça veut dire qu'on est arrivé à un certain niveau équivalent aux situations vécues dans les précédentes interdictions ou les précédentes, je dirais, décisions qui ont été prises par le feu Hassan II. Et donc, automatiquement, je peux dire que aujourd'hui, on était dans une obligation économique. Il fallait rééquilibrer le marché. Il fallait revenir à une situation où il fallait corriger le déséquilibre entre l'offre et la demande. Outre la pluie, à qui la faute? Voilà. Outre la pluie, on sait qu'on entame la 7e année de sécheresse. C'est à moi? Il y a la pluie. À vous deux, vous trois même. Voilà. Outre la pluie, à qui la faute, Mustafa Sahimi? À propos de quoi? À propos de la situation désastreuse. Il vient de rappeler les chiffres. On n'a pas assez de moutons. Ni de vaches d'ailleurs, on en importe. D'ailleurs, cette décision a pris le gouvernement de court parce que le gouvernement vient de décider d'importer à tour de bras, si je puis me permettre, dont les 100 000 têtes déjà importées d'Australie, plus les intentions d'autres pays, notamment l'Espagne, comme fut le cas l'année dernière. Mustafa Sahimi, à qui la faute? Ça tient à une politique qui a manqué de prévoyance et d'anticipation. Je vais vous donner un chiffre. Le cheptel ovin et bovin a diminué de 38% de 2016 à 2024. Et encore, ce sont les chiffres avancés par le ministre Bouhari, pas plus tard que... Donc on peut faire crédit malgré tout de 38%, c'est-à-dire une contraction de plus d'un tiers. Et donc c'était problématique, et donc il y avait un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Je voudrais ajouter autre chose. Sur un aspect, sur ce que représente cette fête du sacrifice. Vous savez que c'est la fête la plus importante de l'année pour les Marocains. Et l'Adha, c'est la fête la plus importante. Bien. La question que je voudrais poser, c'est de savoir qu'est-ce qui est resté comme dans la teneur religieuse de ce sacrifice.
Ce que j'observe comme vous, c'est que de plus en plus... Ce sont des sacrifices, parce que c'est des sacrifices que font les Marocains pour pouvoir acheter les moutons. Hein. Alors, je passe donc de cet aspect religieux, c'est un élément de la sunna, ça a été dit, et de plus en plus, c'est devenu, ça a basculé pour devenir une fête sociale. Et ça, c'est un glissement intéressant. Deuxième glissement, savez-vous que 13%, j'ai le chiffre exact suivant le recensement du HCP 2022, savez-vous que 13% des Marocains ne respectent pas ce sacrifice, et ce chiffre est de 15% dans le monde urbain. Ça veut dire qu'il y a un Marocain sur 7, en 2022, mais c'est valable, me semble-t-il, 2024-2025, ne respectait pas ce rite religieux. Ne l'observe pas, oui. Dernière observation, c'est une décision liée évidemment à des contraintes économiques, mais on aurait pu trouver des éléments de réponse à cette contrainte économique, notamment par une importation massive d'Australie, d'ailleurs, etc. Mais c'est une décision aussi sociale. Ça participe d'une politique sociale du souverain qui n'a pas accepté qu'il y ait une telle situation dans le Maroc de 2025. Et ça, c'est toute la philosophie du nouveau règne, philosophie sociale. Très bien. J'aimerais juste rebondir. Est-ce qu'il y avait vraiment une solution? Je pense que l'année dernière, et aussi ce qu'on a vécu cette année-là, ne donnait pas les prémices que les solutions qui ont été proposées étaient des solutions efficaces. Je m'explique. Nous avons donné des subventions. Ça a atteint des chiffres qui sont très importants. 12 milliards de dirhams, je peux le dire. Je ne voulais pas donner les chiffres. Non, mais moi, je peux le dire. Voilà. Si on peut tout dire sur ce plateau pour éclairer l'opinion publique. 12 milliards de dirhams de subventions ont été donnés. C'est 13 milliards. Pour l'importation de 158 000 têtes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais maintenant, lorsqu'on a donné les subventions, je pense que là, il y avait une discussion. Subvention de 500 dirhams par mouton. Tout à fait. Oui. Importé d'Europe. Voilà. Ouais. Il fallait en même temps, avec la subvention, avoir une autre politique de régulation des prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec la subvention, et là, vraiment, il faudra discuter toujours ces types de subventions qui sont accordées. Nous savons sur le plan économique qu'il y a 3 types de subventions. Là, c'est une subvention de prix. Avec la subvention de prix, il fallait plafonner les prix de vente. Et ça, c'était une obligation. Plafonner à quel niveau? C'est ce que je dis. À quel niveau? Regardez ce qui s'est passé sur le marché. Laissez-moi expliquer ce qui s'est passé sur le marché. Mais je vous laisse expliquer. Sur le marché, à quel niveau du marché? Voilà, sur le marché, ce qui s'est passé, c'est que vous avez reçu la subvention, vous avez importé, mais vous avez vendu avec le prix qui est déjà sur le marché marocain. Tout à fait. Et donc, automatiquement, on est resté sur 120. Attention, encore pire. Vous avez parlé d'un chiffre, 38% de baisse. Si on avait sacrifié, on sacrifie combien par année? 6 millions. 6 millions. Alors 6 millions, ça représente le 1/3. Ça veut dire qu'on allait perdre 68% de notre cheptel. Et donc l'année prochaine, ça va devenir une catastrophe. Ça veut dire qu'on va arriver à des prix. Aujourd'hui, on parle... écoutez, je suis descendu au marché. Les prix, il n'y a pas de 120. Maintenant, on parle de 140, 160, 180. C'est les vrais prix de ce qu'on appelle la viande. Attention, ces prix-là, si on avait fait le sacrifice, on aurait parti vers 220, 240, on ne trouvera pas le produit. Pourquoi? Parce que dans les politiques de régulation de prix, lorsque vous accordez une subvention, il fallait plafonner au minimum, maîtriser les marges des intermédiaires ou les marges de profit. C'est ce qui n'a pas été fait, et donc automatiquement, je pense que la sagesse de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, il a fait une intervention sur l'offre. Donc il a régulé par l'offre et non pas par la demande. Et donc automatiquement, lorsqu'il a régulé par l'offre, ça veut dire qu'il a laissé un peu l'offre augmenter par rapport à la demande, et là on va observer qu'il y aura un ralentissement des prix, qu'il y aura également un ralentissement des inputs. C'est très important parce que ce qui dérange aujourd'hui les agriculteurs, je ne parle pas des grands, je parle des petits et des moyens, ce qui les dérange, c'est un peu les coûts de production de leur cheptel. Ça veut dire acheter un peu la matière première pour pouvoir les élever. Et donc aujourd'hui, tout ça va baisser. Et donc on va reconstituer un nouveau équilibre, et je pense que c'est là où il faut mettre une politique plus efficace en la matière pour ne pas tomber dans la même situation. Comment, à quel niveau intervenir? Est-ce que c'est la gouvernance? Est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi les subventions? Est-ce qu'il faut donner des subventions aux petits éleveurs qui ne vont pas réussir à écouler leur stock? Oui, sur votre question, ce qu'a dit mon collègue et ami, c'est-à-dire la capacité de régulation des politiques publiques. Tout à fait. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que les 158 000 têtes importées en 2024 ont été importés par qui? Par une vingtaine d'importateurs.
Non, mais je peux vous Cela donner mes n'engage que sources. vous, parce qu'il n'y a pas d'annonce Bah, officielle, voici les importateurs. Mais on moi, ne connaît pas mais c'est qui sont connu, ces ça a été importateurs. dit au Parlement, ça a été dit ailleurs, les chambres de commerce le savent, etc. Une vingtaine d'importateurs, tout le monde sait. Et donc, il y a là une difficulté, c'est-à-dire que le gouvernement n'arrive pas à surmonter le lobbying et les intérêts de ce réseau d'importateurs, et ça conduit à cette situation-là. Ça conduit à cette situation, et puis est-ce qu'il n'y a pas de risque que l'élevage dépende d'abord de l'aide publique? Bon, c'est normal, on est en année de sécheresse, mais dépendent aussi beaucoup de l'importation. C'est un gros problème de reconstitution de notre cheptel. Comment faire? Il y a soit une politique de promotion du cheptel, donc du cheptel local, par un certain nombre d'aides, d'accompagnement, pas forcément la subvention directe, etc., mais des mesures d'accompagnement de diverses sortes. Il y a également le volet qui est une variable d'ajustement de l'importation, mais il faut définir une politique. Tout ça ne donnera pas les résultats escomptés, je vais le répéter, si les circuits de commercialisation d'importation ne sont pas assainis, restructurés, et c'est l'une des grosses problématiques de l'inflation et de la cherté du coût de la vie. Qui manque beaucoup de transparence. Donc, j'aimerais juste rajouter un élément très important pour corriger le tir. N'est-il pas temps de réfléchir à un modèle de développement dans le monde agricole? Ceux qui produisaient, écoutez, je vais le dire, j'ai pas le courage de s'exprimer, mais je vais le dire. Aujourd'hui, si on regarde l'histoire de la production, au niveau agricole, c'était le très petit agricole et le moyen qui produisait le cheptel marocain. Oui. C'est la réalité. Oui, exact. Nous avons vécu des situations, je dirais, difficiles. La Covid-19, il a vendu, il a fait tout ce qu'il peut pour pouvoir continuer à survivre. Et nous avons vécu la crise inflationniste. Et donc, nous avons cette classe très petite d'agriculteurs et la classe moyenne, ils ont souffert. Et donc là, je pense que la meilleure solution, c'est de pouvoir rebâtir le modèle de développement à l'intérieur du monde agricole. Ça veut dire qu'il faudra trouver ce modèle qui permettra de garder cette production au niveau des petits, des très petits et aussi des moyens. Je vous donne un chiffre qui va être vraiment bouleversant. Vous savez que le 1/4 de ceux qui sont aujourd'hui dans le monde agricole, qui travaillent dans le cheptel ou qui travaillent aussi dans le monde agricole, dépassent 65 ans. Et ça, c'est alarmant. C'est des chiffres qu'on dit pas. Démographique. Ça veut dire que les jeunes ne veulent pas travailler dans le secteur agricole. Parce qu'ils n'y voient pas d'opportunité. Parce qu'on n'a pas repensé à leur donner une autre source de revenus autre que l'agriculture en temps de sécheresse. Et encore pire, c'est qu'aujourd'hui, dans le secteur qui est lié au cheptel marocain, où nous avons des profits qui sont exorbitants à travers les intermédiaires, les agriculteurs et leurs enfants, ils sont en train de laisser tomber l'activité agricole. Parce que si vous rentrez dans une ferme, il n'y a pas que le cheptel, il n'y a pas que ça. Comment les aider? C'est ce que j'ai dit, il faut mettre une politique économique dédiée à un nouveau modèle à l'intérieur de la campagne. Vous avez répondu à moyen long terme. Qu'en est-il à court terme? Ils ont un stock de moutons, ils ne pourront pas les vendre pour l'aide. Ils les préparer peut-être. Qui dit ça? Mais ils peuvent le vendre. Arrêtez de faire les intermédiations. Faites le raccourci entre l'offre et la demande. Comment vivaient les agriculteurs avant? Il avait 10 à 20 moutons, il arrivait à faire son cycle de vie. Et donc là, si vous arrêtez les intermédiaires, si vous raccourcissez le lien entre l'offre et la demande, et on parle toujours de la concurrence, ça c'est un problème de concurrence et d'intermédiation. Si on arrive à corriger la microstructure du marché, j'utilise des termes qui sont grands, mais les gens me comprennent très très bien. Si on arrive à réduire et à corriger les problèmes de déséquilibre de la microstructure sur le marché, on arrivera à regagner notre modèle de croissance agricole qu'on avait auparavant. Aujourd'hui, vous avez 10 moutons, vous n'avez même pas l'accès au marché pour le vendre. Il y a l'intermédiaire qui vient. Et donc, automatiquement, vous serez toujours dépourvu de pouvoir de négociation. Là, je rappelle, c'est un élément très important, est-ce qu'il n'est pas temps de créer les centrales d'achat près du monde agricole et des villes? C'est une obligation aujourd'hui. Pourquoi? Pour que l'agriculteur arrive à vendre ses produits de façon à gagner lui-même sans intermédiation. Je ne suis pas contre les intermédiaires. Ils jouent un rôle très important. Ils favorisent l'efficience. Mais aujourd'hui, ils favorisent les prix monopoles. Et c'est une économie parasitaire et de rente que ces intermédiaires. Tout à fait, parce que le bien-être du consommateur n'est pas là. Je voudrais ajouter un autre point. En un mot. En un mot, je doute de la capacité réformatrice de ce gouvernement pour réduire les circuits de distribution. Deuxième élément, c'est quand même important,
c'est le fait qu'il y a une situation. Je rappelle que le souverain, voici 3 ans, dans un discours, avait insisté sur la priorité à donner à la promotion d'une classe moyenne rurale. Tout à fait. C'est ce que Question, qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine? Il faudra la poser au gouvernement. De toute façon, on n'a plus le temps. Je peux dire un mot, c'est très important de le dire. Aussi. Un mot très important de le dire. Oui. Cette décision royale, c'est une décision qui dépasse largement le caractère économique et social. Oui. Et il reprend ou il redonne la dignité aux Marocains. Ça veut dire quoi la dignité? Ça veut dire avoir une équité dans la pratique de leur rituel annuel de Eid al-Adha. Merci beaucoup, Zakaria Ferranou. Je réitère mes remerciements aussi à Nisrine Al-Aqraba. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé au débat ce soir. Et Ramadan Moubarak. Merci, barakallahu fik. Et merci à vous aussi, Mustafa Sahimi. Merci à vous. Et puis, ça l'a préservé Sa Majesté le roi Mohammed VI et le combler des bienfaits de la santé. Voilà, c'est la fin de cette émission. Très bonne soirée à tous.